Fiction service et histoire vraie. Alors je me suis embarqué dans un parcours au long cours. D'où aller doucement. Qu'est-ce qu'on a, chacun d'entre nous, dans le fond de la tête, à raconter, qui stagne parce que ça gratte, parce que un peu curieux, un peu bizarre. On n'y pense pas tous les jours, mais on sait que c'est resté là quelque part. On sait que ça fait partie de nous, ces petites choses qui vibrent parce qu'elles n'ont pas de solution. C'est tellement compliqué, complexe, ce que chacun on porte à l'intérieur de nous. Et peut-être que le travail de fiction, le travail de fantastique, c'est pas d'aller inventer des choses extraordinaires, au contraire, c'est de rester là dans ce qui nous entoure au plus près. Et justement parce que c'est au plus près d'aller chercher ce qui l'enserre, ce qui interfère, les strates qu'il y a une par une en dessous, cet élément simple qu'on est en train de raconter. Moi, ça a commencé, j'ai plusieurs copains architectes, même un qui est décédé, Jacques Ripaud. J'ai raconté cette histoire-là déjà. En cherchant la tombe de Nerval, je ne trouvais plus la tombe de Nerval au Père-Lachaise. J'étais tout près de la tombe de Nerval, et il n'y avait plus la tombe de Nerval. C'est pas possible qu'on ait enlevé dans le carré. Il y a Balzac, il y a Apollinaire, Delacroix, qu'on ait enlevé de cet endroit-là la tombe de Nerval. En fait, mon copain Jacques Ripaud, on était nés à 15 jours d'intervalle. Sa tombe à lui, elle est juste à côté de celle de Nerval. C'est une grande chance, remarque, je suis presque jaloux un peu que Jacques Ripaud ait pu se faire enterrer là, près de Nerval. Mais comme il y avait cette plaque de granit et ce nom, Jacques Ripaud, 1953-2015, moi je refusais de voir. Je cherchais la tombe de Nerval, je la cherchais pas, mais j'avais les deux tombes devant moi. C'est pas ça aujourd'hui que je veux raconter. C'est un autre ami architecte, rencontré dans les mêmes circonstances, à la Villa Médicis. Et ce copain me disait, mais non, pour moi c'est un rêve d'architecte. Tu construis un immeuble, il y a les contraintes de voisinage, il y a les contraintes pour le handicap, pour les services, pour les accès pompiers, pour l'isolation. Là, tout d'un coup, tu en es débarrassé. Pour une fois, l'architecte fait de la sculpture. Et lui, ça correspondait tellement bien à ce qu'il révérait, par exemple, chez les grands architectes italiens. Alors l'idée, c'était une nécropole, un monument pour le repos des morts. Mais des milliers de morts. Et puis, c'était le souvenir de l'époque coloniale. L'Indochine, on y allait en bateau, les bateaux partaient de Marseille. Le monument est à Fréjus, il est très documenté, on peut le visiter sur Internet. Bien sûr, il existe toujours. En pente douce, au-dessus de la mer, et l'ami architecte avait emporté le concours, parce qu'un jeune architecte sur quelque chose comme ça, c'est pas facile, sur une idée toute simple, comme le terrain est en pente, ne pas faire d'enceinte. Juste laisser le monument ouvert, l'entrée elle était en haut de la pente, et puis donc à mesure que le bâtiment se déployait sur le plan incliné face à la mer, au-dessus de la ville, les murs d'accès devenaient plus hauts, donc pas besoin d'enclore le terrain, besoin de rien protéger, ça se faisait naturellement par la pente. Magnifique réalisation. Et puis à l'intérieur, lieu de recueillement, il y a même un lieu cultuel. Alors le lieu cultuel pour les 4 religions, dans l'ordre chrétien, musulman, juif, bouddhiste. Le monde est divisé en 4. Ça veut dire qu'il n'y a plus l'empire colonial, mais que cette partition par les 4 dieux, elle, on continue d'évacuer. Les autres, n'empêche, la guerre d'Indochine, alors il y avait des dates, 1940, 1954. Mais l'Indochine, déjà, le mot résonne. Un mot lié à une guerre, on ne dit pas Algérie. Le mot Indochine n'existe plus aujourd'hui, c'est une partition de peuples, de frontières, de pays.
Mais pour ceux de ma génération, où il est le jeune type de 20 ans qui vous sert un peu de modèle, il est parti à la guerre, il est en Indochine, et puis ces noms Dien Bien Phu qui résonnaient comme des catastrophes nationales, et non pas comme la joie d'un nouvel ordre qui soit débarrassé de la sourde et longue emprise coloniale. Vous croyez qu'on est débarrassé de tout ça? Mais regardez dans l'actualité de maintenant. Les statues qu'on déboulonne, le mot nègre, Schœlcher, qui pour moi était celui qui avait rompu avec l'esclavage, tout ce qu'on porte à l'intérieur de nous, de cet imaginaire colonial, comment il nous a structurés, quand bien même on a tant milité au dehors pour s'en défendre, et tant même on s'est bagarré en soi pour une autre ouverture à d'autres visages, d'autres voix, d'autres amis, d'autres voyages. Des copains qui partent en Asie et qui font le voyage d'Asie et qui reviennent transformés par le voyage d'Asie, par la générosité de l'Asie, par le rejointement des deux Vietnams. Dans ma famille, il y a des enfants vietnamiens. Alors c'est à la fois fini, et à la fois tout d'un coup on s'aperçoit que par cette nécropole, ça revient. Qu'est-ce qu'il devait héberger, la métropole, dans ces longues allées de béton brut? Mais le béton, ça peut être magnifique quand on travaille le béton lui-même, et puis sa paroi. Elle devait héberger les morts à la guerre, 1940, 1954, 17 355. Ça en fait des noms sur le mémorial. Comme à New York ou Washington, vous avez le mémorial, le suivant des morts américains au Vietnam. 55 000, je crois. Mais pour ces noms que nous on honore dans le mémorial, combien de noms il faudrait de l'autre côté? Et les noms des morts de l'autre côté, est-ce qu'on les accueille dans nos mémorials? Est-ce qu'il y a réconciliation par-delà la mort? Bien sûr non. Mais ce sont des corps identifiés, c'est-à-dire des cadavres qu'on a rapatriés dans des caisses en bois. Relisez Marguerite Duras, écrire. Je vous avais dit qu'il y avait des connexions. Comment Marguerite Duras, même dans des textes tardifs comme écrire, vient lever l'endroit où son frère est mort en Indochine, sans sépulture. Alors en plus des 17 355 identifiés, on a 3 452 qui sont justement les corps non identifiés. On les a ramenés aussi. L'architecte devait intégrer dans les cases, les alvéoles, les dédales, les allées où circulaient le nombre de ces morts dont on n'avait pas vraiment fait l'inventaire avant de savoir qu'on construisait le mémorial pour les accueillir. Ou en métropole, dans leur famille, dans leur village. Non, là, face à la mer d'où partaient les bateaux de l'ordre colonial, ou de la détresse coloniale, ou de la guerre perdue coloniale. Et puis il y avait aussi des civils. À un moment donné, ceux qui étaient les civils là-bas, dans l'ancienne colonie, mais qui dans cette guerre n'avaient trouvé de dernière demeure que dans ce sol qui n'était pas le leur. Est-ce qu'il n'était pas légitime aussi de les rapatrier? Alors on en a ramené 3200 environ. Et les alvéoles augmentaient. Et puis sont arrivés les premiers corps. Mais l'histoire n'est pas finie. Il s'agit de rester dans ce qui nous trouble du réel, le réel ordinaire, fiction, service et histoire vraie. On est dans l'histoire vraie, mais l'histoire vraie où c'est pas en tant que telle qu'elle peut être choquante ou révoltante ou qu'elle nous contraint un autre regard sur la mort. C'est juste que dans les harmoniques qu'elle lève, la mer bleue, la Méditerranée calme, mais la Méditerranée avec aujourd'hui ses routes inverses de migrants, les routes inverses de l'ordre colonial, et que l'ordre colonial,
C'était là, ces 20 000 morts déposés dans les alvéoles du mémorial. Et puis qu'en même temps, vous trouvez le frère de Marguerite Duras, inhumé dans la terre nue. Vous trouvez nos souvenirs d'enfants. Vous trouvez la résonance de noms d'aujourd'hui. Et puis vous trouvez la matérialité des cadavres. Par exemple, quand les premiers milliers sont arrivés, ils avaient été déposés dans la terre là-bas au Vietnam. Mais dans beaucoup d'endroits où la terre est argileuse, et la terre, au lieu de dissoudre les corps, les avait conservés tels quels. C'est un détail répugnant. Non, c'est simplement que quand on avait donné à l'architecte les instructions pour la taille des alvéoles et des cases, on supposait que ces morts seraient juste des dépouilles, des restes. Et puis non. Donc il a fallu certains, mais par centaines, les couper en deux. Alors l'architecte avait trouvé une astuce. On commande des plaques et le mort coupé en deux occupe 2 alvéoles. Simplement, il y a une seule plaque avec son nom. Donc le principe d'unité, l'unité c'est l'unité du nom, est respecté. Mais le mémorial devenait trop petit. Il fallait continuer les allées, les labyrinthes. Idem quand on a décidé d'accueillir quelques milliers de civils. Idem quand on a trouvé que parmi les 17 000 morts identifiés qui avaient présidé aux premières instructions de calcul, s'ajoutaient plus de 3 000 corps non identifiés qu'on redécouvrait ici parce que on vous disait, mémoire orale, qu'à tel endroit était un charnier, qu'à tel endroit il s'était passé ça, voire le frère de Marguerite Duras. Et puis ensuite, une autre histoire, mais celle-là, elle n'a pas été dite. C'est-à-dire que continuaient d'arriver des corps, et donc on avait déjà 20 000 plus 3 000. En fait, il y en a 5 000 de plus. 5 000 de plus parce que c'est les affaires. C'est-à-dire que la France rachetait les dépouilles de ces morts, en tout cas payait le transfert. Et donc, je parlais de ces milliers de morts sans nom, ceux qu'a causé de l'autre côté la guerre coloniale. Eh bien, leur pays en a envoyé. Alors, ils sont soldats de quoi? Ces corps envoyés comme étant ceux de l'armée coloniale, mais qui en fait sont simplement les corps non identifiés de victimes de nos guerres coloniales. Est-ce qu'ils continuent par vengeance, puisque vendus pour être inhumés dans le mémorial avec ceux qui les ont détruits? Quelle fraternité, quel symbole, quelle perversion, quel trafic. C'était contre monnaie sonnante et trébuchante par rapport à la dette immense, générale, qu'est le geste ignoble du colonialisme. Évidemment, c'est bien peu, c'est quasi rien, mais du point de vue du symbole, c'est un petit peu différent. Où en est notre histoire? Elle est finie, notre histoire? Non, il y avait juste encore une dernière chose. Comment vous tremballez des morts quand il y en a 20 000, plus 3 000, plus 5 000? Eh bien, ils arrivaient aux plus gros aéroports disponibles, dans des gros avions banalisés. On ne les avait pas mis en bateau. Un pont de gros avions transporteurs. Mais des avions transporteurs, ils transportent tout, tous les machins de plastique, tous les... Et aussi tous qu'on envoie de nos vieilles ordures, nos vieux ordinateurs, se faire défaire, récupérer à l'autre bout du monde. L'ordre colonialiste conduit encore les règles d'économie qui nous régissent. Eh bien, on les entreposait. Est-ce que vous connaissez cette métropole de Marseille maintenant qui va, métropole, pas nécropole, jusqu'à Fos-sur-Mer? Et l'aéroport de Marseille-Marignane, à côté, il y a une immense zone qui s'appelle les Milles. Ça veut dire qu'il y a un tissu d'urbanisation continue qui va de Fos-sur-Mer jusqu'à Aix-en-Provence, en décrivant un immense demi-cercle, un petit peu rogné sur les deux bords, autour de Marseille et derrière Marseille. Il y a des entrepôts, il y a des grands entrepôts. Des entrepôts, on voit à quoi ils servent. D'autres entrepôts, on ne sait pas. Supermarché, machin du meuble, machin des cuisines. Et
puis des trucs isothermes, et puis d'autres, eh ben, pendant des mois et des mois, peut-être même encore, puisque la nécropole ne suffisait pas. On les stockait là, les morts. Ça veut dire que vous vous promenez dans les abords de la ville, de votre ville, de toutes les villes. Vous savez où sont les cimetières? Les cimetières, vous savez, paysagers, avec les petites vagues, pour qu'à tel endroit, là où vous avez le mort de votre famille, vous ne puissiez en voir plus que tant et tant autour. C'est-à-dire que la ville supprime l'idée de sa propre immensité, l'idée de son propre anonymat par le côté paysager de ces cimetières, ou la pratique d'incinération qui, heureusement, évolue, monte. Eh bien, non, ça suffit pas. Et c'est côté de quantité par rapport même à ces récentes épidémies chez nous, par rapport à ces services funéraires qui tout d'un coup devenaient saturés, les morgues, les lieux de crémation. Eh bien, savoir qu'il y a déjà bien longtemps qu'ils sont saturés. Vous marchez, vous roulez de rond-point à rond-point autour des villes. Vous voyez un entrepôt, pas trop identifié. Il y a quoi dedans? Il y a les morts en attente. On est déjà dans un monde où les morts en attente et nos morts à nous coexistent, voisinent dans la même chose matérielle. Après tout, des entrepôts pour garder les morts, c'est beaucoup plus rationnel que les cimetières à plat. Voilà tout ce qu'une nécropole, dans le geste architectural, sculptural, magnifique. Je m'étais promis que ça déborderait jamais au-delà de 10 minutes. Mes histoires, je ferai attention mieux la prochaine fois. Fiction fantastique et histoire vraie. En vous remerciant.